Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Le Rendez-vous du Soir. Le Rendez-vous du Soir, c'est avec moi, Clarisse Letta. Je suis ce soir avec mon invité, je ne suis pas seule, mais tout d'abord, je vais vous présenter le menu de cette émission. Ce soir, nous allons parler de cette problématique qui sévit au Sankourou. Je suis avec un ressortissant des Sankourou, vous devez le comprendre. Nous allons parler de la loi Tchani, nous allons revenir avec le remaniement du gouvernement, mais également la mise en place de la police, dans la police nationale congolaise, mais aussi on va également parler de l'insécurité à l'Est. J'en parle avec Monsieur Doudou Longombe, qui est un acteur politique, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Doudou, vous venez directement du Sankourou. Oui. Vous êtes un ressortissant de Sankourou. L'actualité oblige. Bon, nous allons parler de cette problématique qui sévit au Sankourou. Apparemment, les gouverneurs ont des problèmes avec tout son entourage. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup pour la question, madame. Ouais. Je voudrais d'abord remercier les animateurs de cette chaîne, les propriétaires, parce que ces beaux cadres méritent beaucoup de fleurs. Merci beaucoup. Oui, oui. Déjà, c'est une chaîne qui, au début, les gens ne tenaient pas compte, mais actuellement, il faut reconnaître que vous êtes compté parmi les chaînes, surtout dans cette ville. Merci ou beaucoup. Si vous êtes à la maison, vous avez envie de suivre. Voilà. Il y a un programme sérieux et là, ça nous attire. Je suis très content de venir dans votre chaîne et m'exprimer. Surtout, ce n'est pas pour la première fois parce que j'étais déjà là, tout au début. Ok, madame, ça n'a rien à voir avec un gouverneur qui a des problèmes avec tout le monde. C'est de la spéculation et de l'émotion. C'est de l'émotion. Des gens qui se sont très mal habitués. Et ils ne veulent pas les changements, ils voient autre chose que ce qu'ils pensaient dans leur tête. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas de conflit, il n'y a rien. S'il y a un conflit, ou s'il y a des conflits, c'est seulement dans les têtes de ces gens-là. Mais du côté du gouverneur, il n'y a rien. Donc il n'y a rien, il est bien, il Alors travaille. On va prendre la photo tout de suite du gouverneur qui s'appelle Jules Lodi. Oui. Celui, le gouverneur de la province du Voilà, Sankourou. Il est là. Je vous ai reçu l'autre fois, vous étiez en train de fustiger le comportement de son prédécesseur. Oui. Alors aujourd'hui, vous êtes là, ressortissant de Sankourou, vous venez tout droit du Sankourou, je précise. Alors, dites-nous, pour la petite histoire, qu'est-ce qui se passe? Non, madame, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout simplement, le gouverneur était élu avec une majorité écrasante, tout le monde le sait. Et il travaille pour la République et surtout pour la province de Sankourou. Mais comme vous savez, nous, les ressortissants ou nous de Sankourou, nous sommes très mal habitués avec des leaders qui s'est imposé, qui faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et ce système qui a pris le temps, ce système qui s'est ancré dans la vie d'ailleurs même des Sankourois, qui a fait plus de 20 ans, devenait comme normal. Les gens commençaient à trouver la mort comme quelque chose de normal, les incendies des maisons comme quelque chose de normal. Et cette fois-ci, avec l'avènement du gouverneur Gilles Lodi, il y a un changement dans ce sens-là. Et malheureusement, ces habitués ne supportent plus. D'accord. Ces habitués, donc, et ça pose problème, mais ça n'affecte pas le travail du gouverneur. Nous étions avec Moukoumadi, vous savez, vous m'avez reçu autant de fois sur le dossier du Sankourou. Je vous disais que Moukoumadi apparemment ne comprenait pas ce qu'il voulait et n'avait pas une vision claire de la province. Donc il ne savait pas où commencer, qu'est-ce qu'il doit faire. Mais avec Gilles Lodi, il faut demander aujourd'hui au Sankourou, il faut demander sur le plan sécuritaire, la paix règne sur toute l'étendue de la province. Et les gens, vous étiez habitués à voir dans les réseaux sociaux les images des incendies, on a coupé la tête, on a tapé, on a fait ceci, venant du Sankourou, mais actuellement, il n'y en a plus. Arrivé au Sankourou, je viens du Sankourou, je vous dis que la paix règne dans la province du Sankourou. Et sur toute l'étendue de la province du Sankourou, la paix règne, que personne ne vous trompe. Voilà, vous avez dit. Il y a le rétablissement de l'autorité de l'État qui se fait progressif parce que
il s'est posé un problème que nous étions très loin avec les insécurités, où je peux considérer ça un peu dans ce sens-là. Il y avait l'insécurité à tous les niveaux. Mais maintenant, là, je vous confirme que dans la province du Sankourou, il y a le rétablissement de l'autorité de l'État, sans oublier que Gilles Lodi se bat maintenant pour essayer un peu de représenter les chefs de l'État valablement en lançant quelques travaux dans la province. Donc il y a des routes qui sont, les travaux de routes qui sont lancés et qui se font. Voir les images voilà, de ces donc il y a du travail qui se fait, mais malheureusement, je suis désolé de vous le dire, madame, les gens ne sont pas habitués à ça. Ils ont fondé leur politique dans la violence. Et lorsqu'un homme de paix ou quelqu'un qui vient imposer la discipline est là, malheureusement, les gens ne sont pas contents. Mais ce qui est normal, le gouverneur Gilles Lodi ne travaille pas sur l'humeur des gens. Il travaille par rapport à la mission lui confiée par les députés et aussi par rapport aux visions des chefs de l'État. Félix Satan, tu sais il n'y a pas de contradiction. Vous avez parlé de conflits, c'est une distraction et peut-être vous allez énumérer quel conflit avec qui, je ne pense pas. Bon, d'accord. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, nous parlons de conflits, de querelles avec ce collaborateur. Je prends par exemple le président de l'Assemblée provinciale. Il a eu des accrochages avec le gouverneur. Qu'est-ce qui se passait? Non, il n'y a pas de problème mais maintenant entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur Gilles Lodi. Il n'y a aucun problème. S'il y a un problème, mais je ne pense pas que ça soit du côté du gouverneur Gilles Lodi, mais s'il y a un problème, peut-être du côté du président de l'Assemblée. Là où je ne crois pas, parce que lui aussi, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore manifesté qu'ils ont un problème. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un petit débat sur la réserve naturelle du Sankourou. Donc, le problème se pose au niveau de la réserve naturelle du Sankourou. Et cette réserve, il y a une ONG qui est venue avec le projet de RED+, donc de captage de crédit carbone. Et il y a des tractations, c'est depuis 2012, si je m'abuse. Alors, je ne pense pas qu'en 2012, Gilles Lodi était là. Et je vous informe que nous avons l'arrêté créant cette réserve depuis 2007, au moment où Gilles Lodi n'était pas là. Nous avons les contrats signés en 2009 et disons en 2012. Et ces contrats étaient revus ou révisités en 2020. Là, Gilles Lodi n'était pas là. Alors, je peux vous dire même les co-contracteurs de ces contrats, Gilles Lodi ne fait pas partie. C'est l'État congolais, représenté par le ministère de l'Environnement et comment on appelle ça, l'INSS, la ICCN, voilà, l'ICCN, excusez-moi, avec l'ICCN et cette ONG qui ont signé un contrat pour l'exploitation des crédits carbone au Sankourou. Mais qu'est-ce que le gouverneur a à voir? Non, mais c'est la même question que vous posez, que même le gouverneur se pose. Le président de l'Assemblée provinciale s'en prenne à lui. Non, si le président s'en prenne à lui, je pense que c'est aussi un problème d'incompréhension. Et je ne peux pas me permettre de dire ici, peut-être c'est aussi un problème d'intérêt. Alors, si c'est un problème d'intérêt, mais entre institutions, ils vont discuter. Le président de l'Assemblée, vous l'avez énuméré, il a envoyé au gouverneur un courrier que nous avons d'ailleurs, nous avions été surpris de voir ça dans les réseaux sociaux au moment où le gouverneur n'était pas encore signifié de ce courrier. Et le président de l'Assemblée demandait au gouverneur de suspendre l'activisme de cette ONG. Alors le gouverneur a bien répondu. Donc la réponse est là. Et le gouverneur a très bien dit, c'est un contrat signé par le gouvernement central. Lui, il n'est là pour seulement accompagner ces contrats. Donc ça n'a rien à voir peut-être prochainement. On reviendra sur ce dossier uniquement. Je vais vous amener des pièces que j'ai personnellement pour prouver que le gouverneur n'y est ni de près ni de loin dans ce dossier. Tout simplement, il accompagne le processus de validation du projet. Et la population, moi je viens du Sankourou, j'ai interviewé les gens, j'ai des images, j'ai discuté avec les chefs de groupement qui sont d'accord pour ce projet. Donc faire des bruits à Kinshasa, sous les arbres ou dans des bureaux, ça ne peut pas affecter ce que la population ressent sur ce projet au Sankourou, madame. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On revient, il a également eu des problèmes avec le président de la Cour d'appel du Sankourou. Déjà, avec le président de l'Assemblée et aujourd'hui... Il n'y a pas de problème, madame, mais même avec le président de la Cour d'appel. Je suis très déçu. Vous vous souvenez qu'il a... le président de la Cour d'appel lui a envoyé... Je vous informe, oui. Je connais cette lettre. C'est ce qui me fait mal, c'est à ce niveau.
le président de la Cour d'appel a envoyé une correspondance au gouverneur et malheureusement, le gouverneur n'a jamais reçu cette correspondance jusqu'à maintenant. C'est dans les réseaux sociaux que cette correspondance existe, madame. Et je ne peux pas m'imaginer avec cette responsabilité, le niveau qu'a le président de la Cour d'appel peut se permettre d'aller jusque dans de tels extrêmes. C'est un peu regrettable. Mais sinon, je vais vous dire, il y a ceci. Chez nous, au Sankourou, l'analyse que je fais en tant que scientifique et politique, je me dis, les gens se sont très mal habitués à avoir des responsables, même au niveau judiciaire, qui sont téléguidés par des politiciens. Malheureusement, nous avons un Gilles Lodi aujourd'hui un peu transigeant qui ne se laisse pas faire et c'est presque tout le monde qui se met mal à l'aise. Parce que regardez les revendications du président de la Cour d'appel qui, du reste, moi je considère ces documents ou sa correspondance comme une déclaration d'un parti politique ou d'un militant d'un parti politique parce que vraiment c'est très grave lorsque vous vous adressez à une autorité comme le gouverneur avec des mots durs, si vous avez lu cette correspondance, sans élégance. Je ne sais pas s'ils ont des problèmes personnels, mais si c'était sur le plan administratif, tout simplement, c'est une lettre qui ne mérite aucune réponse. Parce que c'est manifestement de la mauvaise foi et aussi ça démontre peut-être la haine. Si ce n'est pas la haine, c'est que c'est une déclaration d'un militant des partis politiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des décisions rendues par cette cour d'appel. D'ailleurs, je vais vous rappeler que cette cour a rendu beaucoup de décisions qui ont compromis même le bon fonctionnement de la province, en bloquant à l'époque les comptes de la province. Oui, c'est la même cour d'appel. Donc, c'est un dossier où il y a plusieurs ordonnances qu'ils ont rendues, ou par exemple le dossier de la radio, des radios, où vous avez lu, vous trouverez que le gouverneur n'y est pour rien, parce qu'il y a eu le Conseil de sécurité provincial qui avait pris cette décision de fermer d'abord les deux radios par rapport à leur activisme dans la propagation de la haine et des choses comme ça. Là, je n'entre pas parce que ce sont des radios que moi, je passe régulièrement, que j'ai même besoin qu'on puisse réouvrir rapidement. Mais seulement, pendant cette période, il s'est posé un problème. Alors, le Conseil de sécurité avait décidé, je vous dis, pas le gouverneur, et dans la réunion du Conseil de sécurité provincial, on trouve même le président de la Cour d'appel qui était dedans. Ce qui est plus grave. Et d'autres magistrats. Alors, ils ont pris la décision de fermer momentanément ces radios. Alors, dis-moi, Gilles Lodi vient faire quoi dans cette affaire? Et malheureusement pour le président de la Cour d'appel, on vient le saisir. Je pense qu'il pouvait exploiter même cette décision comme un élément purement pédagogique à faire à ces chaînes-là. Mais il y aura une ordonnance en ordonnant la réouverture de la radio. Alors, une décision du Conseil de sécurité, madame, c'est une décision qui ne se discute pas. On ne peut pas aller en justice aujourd'hui, vous voyez, avec les chefs de l'État, on prend une décision après le Conseil des ministres ou le Conseil sécuritaire ici, on prend une décision, après vous prenez cette décision, vous allez devant les juges. Ça ne se fait pas, c'est seulement chez nous au Sankourou, où les juges se prennent comme s'ils sont des dieux les pères. Ça n'existe pas. C'est à cause de ça. Vous rendez une ordonnance pour réhabiliter un chef de secteur. Au moment où on vous demande que l'administrateur vous dit, patientez un peu, je suis en train d'attendre parce qu'on vient de nommer de nouveaux animateurs. Dès qu'on finit la remise et reprise, on va aller installer. Vous rendez une ordonnance et vous envoyez le huissier pour aller installer un chef de secteur. Est-ce que c'est avec des gens pareils? Je vous dis, et je demanderai d'ailleurs à sa hiérarchie de revoir un peu rapidement pour nous envoyer peut-être un procureur qui a besoin de travailler pour la République et travailler pour l'intérêt de la justice au Sankourou, parce que sinon, ça risquerait avec une lettre pareille de donner l'impression au monde entier ou à la population congolaise que non, il y a un problème au Sankourou, il y a un conflit. Mais je pense que mon aîné, président de la Cour d'appel, ne se retrouve plus comme il était avant, parce qu'ils s'imposaient, ils étaient les maîtres à tout faire, mais cette fois-ci avec Gilles Lodi, ça ne passe plus avec des intimidations. Peut-être que c'est pour cette raison. D'accord. Alors, déjà, on a cité deux personnes avec qui il a de querelles, permettez-moi de le dire comme ça, mais il y a aussi le directeur de la RVA qui reproche des choses au gouverneur. Madame, vous avez eu un document, et vous savez, ça me fait rire parce que je connais
la fausseté de ces documents. Je suis juriste, j'ai fait mon analyse. Regardez à la fin qui a signé. Il signe PO sans même décliner bien son identité. Et à la fin, on ne sait même pas en quelle qualité il a signé. Ok. Alors que de là, vous, si vous regardez, vous trouverez que c'est les patrons de la RVA. Alors que malheureusement, ce n'est pas lui qui signe à la fin, c'est PO avec une signature pratiquement fabriquée parce que l'image que je vois à la signature, c'est comme quelqu'un qui n'a pas bien étudié. Donc, alors que lui n'a pas signé, il est en Europe aux soins de santé et ici c'est quelqu'un qui signe et on brandit toujours dans les réseaux sociaux. Je vous informe que ces documents ne sont pas dans le bureau du gouverneur. Okay. Que personne, je vous demande madame, essayez un peu de faire vos investigations. Demandez à ces gens-là qu'on vous présente la guisée des réceptions. Ce sont des documents qu'on fabrique dans un bureau ou je ne sais pas dans leur chambre à coucher. Ils balancent. Il n'y a aucun problème. Regardez ce qui s'est passé brièvement. Il y a un monsieur qui est responsable de la DGM à Tchumbe. Là, je parle dans le territoire de Lobefou. Okay. Et un jour, un avion est venu de Goma et a atterri à Tchumbe le soir. Les informations qu'on a données au gouverneur pour dire non, regardez ce qui se passe, il y a ça, ça, ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Alors, ils étaient pressés de partir parce qu'ils ont atterri le soir, il fallait venir à Kinshasa. Le gouverneur a demandé, par rapport au rapport qu'il a reçu des conseils de sécurité, par les agents de sécurité, que cet avion doit d'abord être vérifié. Parce que ça vient de Goma. À Goma, nous savons qu'il y a des problèmes. Okay. Alors, nous devons vérifier qu'il patiente un peu. Le monsieur a donné l'ordre à l'avion de décoller. Le gouverneur arrive, il pose la question au monsieur, mais pourquoi l'avion a décollé? Le monsieur lui dit non, j'ai essayé de discuter avec ces gens-là, ils n'ont pas voulu, alors ils sont partis, ils n'ont pas voulu m'écouter. Alors pour le gouverneur, et d'ailleurs pour tout scientifique, comprendra que ça c'est de l'incompétence, parce que dans tes prérogatives, personne ne peut venir t'intimider pour faire quoi que ce soit. Imaginez-vous que si dans cet avion, il y avait des armes. Alors, il y avait des armes, et les armes, ici à Kinshasa, qui devrait être responsable? Ce n'est pas le gouverneur. Okay. C'est pour cette raison, ce monsieur était sanctionné, pas même sanctionné parce que le gouverneur n'avait pas le pouvoir de les sanctionner. Il avait seulement informé sa hiérarchie. C'était ça. Et c'est la hiérarchie qui a demandé de quitter d'abord momentanément Tchumbe pour venir à Lodja. Il n'y a aucun conflit dans ce sens-là. Aucun, je vous dis, aucun conflit, madame. Ok. Le gouverneur n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir. Alors, l'actualité oblige, je le disais tout à l'heure, il y a le ministre provincial près de la justice, du Sankoro, qui venait de démissionner hier. Qu'est-ce qu'il reproche au gouverneur? Il reproche l'humiliation. Le gouverneur est en train de l'humilier. Alors, il a préféré jeter l'éponge et partir. Nous allons voir le visage de ce monsieur, tout à l'heure là, qui s'appelle Maître... Comment il s'appelle encore? Maître Olivier Djamba. Voilà, Olivier Djamba. Il est là avec nous. Oui, c'est un ami, c'est un frère. Oui, oui. Qui jette l'éponge parce qu'il subit des humiliations auprès du gouvernement. Madame, je l'aime bien. Maître Olivier Djamba, c'est quelqu'un que je maîtrise très bien. C'est un monsieur très courageux. Mais malheureusement, c'est pour la première fois qu'il n'a pas dit la vérité. Mais je les comprends. Je les comprends. C'est ça aussi lorsqu'on fait la politique. Il y a une dose de moralité. Si vous ne savez pas vous surveiller, vous pouvez risquer de tomber dans les extrêmes. Alors, qu'est-ce qui est arrivé depuis le mois de décembre? Pour des raisons, d'ailleurs ça me fait mal de le dire ici, pour des raisons d'improductivité, pour ne pas dire pour des raisons de compétences, le gouverneur avait demandé à son parti, qui est Fonus de M. Lengankoy, d'envoyer une autre personne qui pouvait faire peut-être venir avec d'autres initiatives dans son secteur. Donc, et c'est pour cette raison, depuis le mois de décembre, il savait qu'on cherchait quelqu'un pour les remplacer. Oui. D'ailleurs, la personne, je vous informe, la personne était remplacée hier. Alors, Joseph Olengakoy a envoyé déjà les noms à travers les 2 députés provinciaux. Alors, qu'est-ce que le gouverneur reprochait à Maître Olivier? Oui, oui, je vous ai dit que je ne peux pas me permettre de le dire ici à haute voix, mais c'était un problème de son incompétence. Vraiment, je n'ai pas de choix. Donc, c'était à cause de son incompétence. Alors, c'est depuis le mois de décembre. Et Joseph Olengakoy a envoyé le nom d'une autre personne qui est arrivée avant-hier sur la table du gouverneur. Lui, connaissant déjà la situation, parce qu'il est dans ce parti-là, connaissant déjà sa situation, il s'est précipité de faire sa lettre de démission.
Et vous savez que la démission, on ne peut pas la contester. Les services du gouvernement pouvaient même refuser parce qu'ils savaient hier que les soirs, on va proclamer une autre personne ou on va les remplacer. Mais tout simplement, c'est un acte volontaire, même une minute avant le départ, c'est toujours la vie. C'est pour cette raison, on lui a donné cette occasion-là de se faire un peu de la santé politique. Donc, parce que dans les réseaux sociaux, on fait des bruits, non, il a démissionné, c'est qu'il y a un malaise dans le gouvernement. Ça n'a rien à voir parce que hier soir, il y a une autre personne qui l'a remplacé, venant d'ailleurs de son parti politique. Mais seulement, c'est un avocat, il est intelligent, mais peut-être dans ce domaine où, dans cette responsabilité lui confiée par le gouverneur, il était un peu incapable d'accomplir sa mission. On ne peut pas dire qu'il ne peut rien. Donc c'est quelqu'un que je connais, un monsieur intelligent qui va continuer à faire son métier d'avocat et il va survivre. Mais seulement vouloir récupérer ça politiquement pour montrer à la face du monde qu'il a démissionné alors qu'il savait depuis le mois de décembre qu'il n'avait plus confiance, il n'avait plus la confiance du gouverneur. C'est un peu, je ne voudrais pas dire ici un peu malhonnête, mais seulement c'est ça aussi la politique. D'accord. Alors, Monsieur Doudou, on va boucler ce chapitre avec votre dernier mot par rapport à ce qui se passe là-bas. C'est vrai que vous dites qu'il n'y a rien. Mais apparemment, quand on vous entend parler, il y a des problèmes qui se cachent. Madame, il n'y a pas de problème qui se cache, mais les gens doivent savoir qu'il y a les changements au Sankuru. Et c'est la même chose, ce qu'a vu le président de la République ici, dans la ville de Kinshasa et sur toute l'étendue de la République. Les gens se sont habitués à des bêtises, les gens se sont habitués à un mode de vie très compliqué. Et malheureusement, ça devient comme une coutume. Donc, il faut que les Sankurois comprennent que maintenant nous sommes pendant une période où si vous blaguez, vraiment vous serez arrêté. Madame, je vous dis actuellement, les gens sont arrêtés et jugés. On venait de condamner des gens, je pense à la peine capitale et à Lusambo. Et d'ailleurs, c'est le problème que je peux rapprocher avec l'acharnement du premier vice-président, avec qui on voulait le voir à l'œuvre à Lusambo, qui refuse d'aller au chef-lieu de la province. Il veut rester à l'Odja, je ne sais pas pour quelle raison, s'il est devenu chef coutumier. Alors que c'est bien démontré, c'est bien dit dans la loi qu'ils doivent se retrouver au chef-lieu de province. Et lui, il est à l'Odja. Donc, je vous dis que il y a des gens qui sont arrêtés, qui sont devant leur juge naturel, jugés et condamnés. Ce qui ne s'est jamais fait au Sankuru. Parce qu'au Sankuru, à l'époque, c'était si on arrête un bandit, les téléphones sonnent directement, le monsieur est libéré. S'il n'est pas libre, si on ne le libère pas, on crée sa fuite. Disons, on prépare qu'il puisse partir. Et après, on vous dit non, on a cassé la prison, il est parti. Mais avec Gilles Lodi actuellement, on vous arrête chez moi à Katakokombe, on vous amène à Lusambo pour aller être jugé. Donc, les gens ne supporteront pas, madame. Ils vont jeter tout sur Gilles Lodi. Mais nous qui comprenons, nous qui savons très bien comment notre province fonctionne, nous disons que Gilles Lodi doit continuer sur cette lancée. Si vous voyez les gens pleurer, et les gens qui alimentaient ces histoires-là pleuraient aujourd'hui parce qu'ils ne se retrouvent plus derrière ce qu'ils faisaient. Mais Gilles Lodi doit prendre la tête et la population doit savoir, et les autorités ici à Kinshasa doivent aussi savoir que ce qui se passe au Sankuru, c'est tout simplement la remise à l'ordre et l'imposition de l'autorité de l'État, parce que le gouverneur a prévu de négocier la paix. Au cas contraire, il impose la paix par rapport et conformément à la loi. D'accord. Alors, Monsieur Doudou, nous allons revenir avec le remaniement du gouvernement qui s'est passé il y a quelques semaines. Nous avons vu 3 figures entrer en lice. Qu'est-ce que le Congolais doivent s'attendre de ce gouvernement aujourd'hui? Madame, ce n'est pas un gouvernement qui est venu pour l'intérêt de la population. C'est ça carrément, que vous pensez. Oui, excusez-moi de vous le dire, je suis désolé. C'est ça la vérité pour moi, parce que je ne sais pas qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba va produire que d'autres Congolais ne pouvaient pas le faire. Qu'est-ce que Moussa Nyamwisi qui est dans cette histoire de coopération régionale tous les jours, alors que ça revient toujours. Donc chaque fois qu'on aura des problèmes à l'Est, il faut toujours prendre Moussa Nyamwisi pour être dans la coopération régionale. Et donc dans ces pays, on n'a plus des économistes intelligents qui peuvent faire quelque chose. Il faut prendre Vital Kamerhe. Pour moi, c'est un remaniement purement avec comme mission de régler ou d'aider, d'accompagner le chef de l'État à réussir son deuxième mandat. Donc moi j'observe, ces gens-là sont venus, il fallait récupérer
l'Est de la République démocratique du Congo à travers Vital Kamerhe, et les Boussariamoussi et d'autres. Il fallait les grands Équateurs, il fallait récupérer Jean-Pierre Bemba. Donc pour moi, c'est tout simplement pour des fins politiques, pour des calculs politiques et surtout électoralistes. Donc le chef a très bien réfléchi. Dans ce sens-là, il a vu qu'il fallait approcher ces gens-là et ils ne vont plus lui opposer parce que ces gens peuvent rester jusqu'aux élections. Je ne vois pas Jean-Pierre Bemba, qui a connu d'ailleurs même économiquement des problèmes en prison, puisse venir aujourd'hui et se prétendre être un candidat. Vital Kamerhe, jusqu'à présent, je ne le vois pas prendre ce courage-là d'être candidat. Donc, il a déjà maîtrisé deux personnalités très importantes dans cette République. Donc, le chef peut se rassurer du côté de l'Équateur et du côté de l'Est. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas pour l'intérêt de la République que ces gens-là sont là, mais ils sont venus tout simplement appuyer les chefs, l'accompagner pour réussir le deuxième mandat. Donc, on peut se dire aujourd'hui que le dollar américain, la dépréciation monétaire va continuer jusqu'aux élections. À 9 mois des élections, parce que Vital Kamerhe a promis, lors de son passage dans la province où il était la fois passée, la semaine dernière, il a dit qu'il va se battre pour qu'on puisse retrouver au moins le dollar à la baisse. Oui, madame, je ne dis pas que Vital Kamerhe est incompétent. Il est capable de faire beaucoup de choses. Mais tout simplement, sur la question me posée, j'ai dit que j'observe ça sur l'angle politique. Sur l'angle politique, c'est que les chefs se font des calculs électoralistes. Alors, est-ce que le dollar va baisser? Est-ce que, je ne sais pas, voyons d'abord quelle politique il va mettre en place et pour qu'il puisse réussir. Mais sinon, le Premier ministre a un programme du gouvernement. Et ce programme du gouvernement que tous les ministres doivent obtempérer et suivre. Alors, je ne sais pas quelle magie Vital Kamerhe viendra avec pour changer la situation d'aujourd'hui. Alors, mais sinon, la seule chose que je peux faire, c'est d'observer. Et si ça s'améliore, mais pourquoi ne pas me réjouir? Je suis congolais. Mais je reste dubitatif et je ne suis pas sûr qu'on aura quelque chose, sincèrement. Vous n'êtes pas sûr que, ça c'est votre point de vue? Oui, ça c'est moi. Il y aura quelque chose? Non, je ne pense pas. Même sur le plan sécuritaire, Jean-Pierre Bemba c'est encouragé. Oui, il est encouragé, mais il va faire avec. Comment il va faire avec qui, comment il va s'y prendre et tout. Donc ce sont des questions que moi je me pose parce qu'avec tout ce que nous avons connu dans ce pays et aussi là où la guerre se trouve aujourd'hui, c'est à l'Est. Et à l'Est, je sais que Jean-Pierre Bemba, il y a des coins où il est très mal vu. Il y a des coins où il est très mal vu vers Beni et d'autres. Ils ont une très mauvaise image de Jean-Pierre Bemba, mais je vois un homme très courageux qui peut faire quelque chose si on lui laisse les mains libres. Peut-être il peut se battre, mais sinon jusqu'à présent, je n'ai fait aucune confiance. Alors, qu'est-ce que vous en pensez avec parce qu'on parle de l'insécurité à l'Est, avec cette force de l'EAC? Est-ce qu'on peut trouver trouver de solutions avec cette force de l'EAC, avec l'état de siège qui a été prorogé? D'abord, la force de l'EAC, j'ai toujours dit aux gens que ce sont des aventuriers. Et je l'ai dit à haute voix, ça je ne mâche pas les mots. Ce sont des aventuriers qui sont venus nous distraire. Peut-être ils avaient une autre mission que celle que nous attendons, nous Congolais. Ils sont arrivés, ils vont vous dire non, nous ne sommes pas venus nous battre, on est venus ceci. Donc, est-ce que vous pouvez vous imaginer aujourd'hui, par exemple, à Bunagana, qui gère l'administration, qui perçoit des taxes, ce sont les Ougandais parce qu'on ne veut pas voir les Congolais. Et sincèrement, je ne comprends absolument rien. C'est pourquoi, moi, des questions sécuritaires, j'observe un peu de loin. Mais je me dis, ces gaillards sont venus dans notre pays, je ne vois même pas l'importance de leur présence. Cette force-là, sincèrement, madame, nous travaillons avec l'Ouganda pour pourchasser les ADF. Et l'Ouganda, apparemment, n'était pas prêt pour être avec nous dans cette force. Alors, je ne sais pas par quelle magie l'Ouganda se retrouve aujourd'hui comme pacificateur. Il y a beaucoup de questions que je me pose, ou peut-être ceux qui sont habilités à nous le dire, nous le dirons un jour parce que maintenant, on va vous dire non, ce sont des questions sécuritaires, il faut faire beaucoup d'attention. Mais la vérité, c'est que nous voyons, c'est un groupe d'aventuriers qui se trouve à l'Est et qui font souffrir d'ailleurs notre armée parce que notre armée est prête à se battre. Nous avons des militaires très forts. Les chefs de l'État, nous voyons déjà, il met à la disposition de cette armée de matériel, des moyens qu'il faut. Mais maintenant, c'est l'entourage et le système de la gestion, ou je peux dire la politique
sécuritaire qui pose peut-être problème, qui posera problème. Maintenant, comment notre armée cohabite avec les Kenyans, avec les Burundais, avec les Tanzaniens, les Angolais, et est-ce que cette force-là était importante au moment où nous avons eu une brigade d'intervention qui nous a aidés à l'époque de Mamadou Ndala, rappelez-vous. Mais ces gens ici sont venus faire quoi? C'est pourquoi je les considère comme un groupe d'aventuriers, peut-être des commerçants ou des touristes qui sont venus seulement voir la République, mais je ne vois pas qu'est-ce que nous allons gagner de cette histoire-là de AESC, si c'est AESC. Vraiment, je ne m'intéresse même pas à leur présence. Alors, aujourd'hui, pour finir avec le M23, qu'est-ce que vous, en tant que Congolais, vous proposerez au chef de l'État? Il faut acheter les armes, continuer à former les militaires comme il est fait. Acheter les armes, il faut acheter sérieusement les armes. Il y a des armes de nouvelles technologies, il faut avoir des drones, il faut acheter les armes. Il ne faut pas réfléchir sur non, la diplomatie. Là, vous êtes en train de déclarer la guerre. Nous, on y va directement avec la guerre. Madame, je suis partisan de la guerre chaque fois. Et je suis très prêt pour la guerre. J'aime la guerre d'ailleurs. Parce que avec des voyous comme nos voisins qui ne comprennent absolument rien, la meilleure des choses à faire, c'est la force. C'est pourquoi j'ai dit, il faut se préparer à la guerre et nous ne resterons jamais en paix si nous ne sommes pas forts. Alors, il faut acheter les armes et former les militaires. La diplomatie que le chef de l'État est en train de faire là, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais le résultat de la diplomatie, c'est d'avoir une zone tampon avec les Ougandais, c'est ça la diplomatie. Donc des gens qui nous interdisent, nous là, on nous dit, non, les Congolais ne peuvent pas arriver ici, on ne peut pas voir les militaires congolais, ça c'est l'M23. Si on voit un militaire congolais, nous revenons. Ça dit quoi? Ça ne veut rien dire. Là je dis sincèrement que si c'est cette diplomatie-là, je n'en fais pas partie. C'est pourquoi, pour moi, la meilleure des choses à faire, c'est de se faire par tous les moyens possibles, de se priver même à manger, achetons les armes, formons les militaires. Un jour, nous pouvons traverser avec la guerre. Donc, moi, je suis prêt parce qu'avec les 9 voisins que nous avons, nous sommes convoités, madame. Vous pensez qu'avec des négociations, nous allons laisser ce pays entier? Avec des négociations seulement, il faut que nous soyons forts. Nous devons faire peur, comme à l'époque de Mobutu. Nous devons faire peur. C'est-à-dire que vous venez, même l'Angola aujourd'hui peut venir quelque part. Non, l'Angola a pris, et vous voyez les drapeaux angolais, ceci. Nous avons vu beaucoup de choses à l'époque de Kabila. C'est tout simplement parce que nous ne sommes pas forts. Vous n'allez pas essayer d'aller faire ça au Rwanda, parce que le Rwanda semble s'organiser, même si appuyant la République démocratique du Congo. C'est pourquoi pour moi, ce que je demanderai au chef de l'État, ce que j'ai toujours demandé, c'est d'acheter les armes, acheter des drones, acheter tout ce que les Poutines ont là, aller mettre tout ce qu'il faut. S'ils cherchent les coltans, nous en avons ici. S'ils ont besoin d'uranium ou quoi, vendez tout ça, prenez les armes. Celui qui joue avec nous, on frappe. Et à ce moment-là, vous verrez qu'ils vont nous respecter. Mais si nous irons toujours dans des histoires, non, l'accord de Luanda, de Nairobi, tout c'est une distraction, madame. Pour moi, je trouve ça une distraction. Donc, les accords avec Poutine, ça va? Non, mais moi-même, je suis le disciple de Poutine. Tout ce qu'il fait là, moi, je suis content parce que vous ne pouvez pas accepter qu'un garçon traverse sa parcelle, il vient chez toi, il commence à tabasser ta femme et tes enfants, et tu regardes et tu dis non, j'appelle d'abord les voisins pour nous séparer. Mais moi, je vais t'achever sur place. Je ne peux pas accepter. Sincèrement, je ne peux pas accepter. Alors, tout celui qui viendra m'accompagner, je le soutiendrai, je mettrai tous mes moyens. S'il faut signer tout ce qu'il faut signer, on signe même avec les diables. Et le chef de l'État l'a dit, qu'il peut même accepter de mourir à l'Est à cause de la paix. Donc, moi, j'attends. Je n'ai pas besoin de le voir partir maintenant. Non, qu'il ne meure pas. Nous avons encore besoin de lui. Mais je voudrais qu'il puisse mettre les moyens de se sacrifier. Donc, se sacrifier, mettre tout ce qu'il faut à la portée de ses militaires et frapper ces voyous sérieusement. Pas de négociations, ils vont encore revenir. Ces gens-là vont encore revenir, madame. Donc l'option de la guerre là... Kabila a négocié combien de fois? Madame, ces gens-là n'attendront jamais les négociations. Ils n'attendront jamais ces cris-là de négociations. Il faut aller justement... Il faut les cris des armes. Et les cris des armes, nous devons nous préparer. En nous préparant, ça dit que nous faisons des bruits, nous achetons des matériels. Les jours où nous allons ouvrir, vous voyez l'Ukraine actuellement, on vous dit non, qu'ils se préparent pour l'offensive. Contre-offensive. L'Ukraine se prépare. C'est comme ça nous devons prendre le temps de nous préparer pour la contre-offensive. Et un jour, nous ouvrons ça, jusqu'on traverse, là on va traverser. Si on ne fait pas ça, ces gaillards-là ne vont pas nous respecter. Ils ne vont pas nous respecter. Merci beaucoup. Je vois que vous êtes monté là, quand on parle de Rwanda. Non, mais ça révolte. Parce qu'on négocie avec des voyous, quelqu'un qui vient t'agresser. Oui, on peut négocier, voir quels sont... Mais il faut que la République gagne. Regardez ce qui se passe, madame. On vous dit non, l'M23 venait de quitter Bunagana, mais l'armée ougandaise qui gère... L'armée ougandaise qui gère quoi dans notre pays?
Et dans des places où il y a des minéraux, ces gens-là gèrent quoi, sincèrement? Ok. Non, mais je ne peux pas accepter ça, c'est mon pays. D'accord. Nous quittons ce chapitre pour parler, Monsieur Doudou, de la mise en place, la police. Vous avez suivi. Mais aujourd'hui, on apprend des arrestations par-ci, par-là. Est-ce que c'était inopportun de faire ça en ce moment-là? Oui, madame, le problème c'est que je ne sais pas comment ça a fonctionné parce que je n'ai pas assez d'informations. Mais lorsque je vois, on nomme le commissaire provincial et après on nous informe qu'il est arrêté, il a ceci, tout ça, je n'ai pas la maîtrise du dossier, mais je pense que le chef va continuer à sanctionner même ses collaborateurs. Ok. Excusez-moi de le dire, il faut sanctionner même les collaborateurs du chef parce que je ne peux pas m'imaginer qu'on puisse amener le chef de l'État jusqu'à ce niveau de signer une ordonnance où après la signature, on trouve qu'il y a eu des tromperies ou des marchandages disons, de postes ou de quoi que ce soit. Les collaborateurs sont là pour l'aider. Okay. Les collaborateurs sont là pour l'aider et il faut éviter d'ailleurs de mettre notre chef devant les épreuves pareilles. Parce que ça donne la matière à l'opposition. Qui vous connaissez comment ça fonctionne chez nous. Et on cherche toujours là où ça ne va pas pour récupérer et commencer à faire du bruit. Donc pour moi, je n'ai même pas trouvé intéressant qu'on puisse faire trop de bruit dans ces arrestations parce que ça discrédite un peu le fonctionnement de l'administration et surtout à la présidence où avant que les documents arrivent sur la table du chef, j'imagine que tous les services ont vérifié. Pourquoi mettre mon chef en difficulté de cette façon-là? Je ne peux pas accepter. Donc, je pense que si on a arrêté ces gens-là, il faut continuer à sanctionner. Même s'il y a un ministre qui était complaisant ou tout ça, il faut les sanctionner. Donc, il faut continuer, il faut aller très loin. Il faut aller très loin avec les sanctions. Arrêter ces gens-là parce que ce sont des gens qui ne sont pas sérieux, qui ne méritent même pas gérer cette République avec les chefs de l'État. D'accord. Oui. Alors, Monsieur Doudou, vous avez suivi, le 6 avril a été décrété sur toute l'étendue du territoire national une journée chômée payée justement pour rendre hommage à ce grand homme qui est Kimbangu. Comment avez-vous apprécié cette décision du chef de l'État? Oui, madame, je suis très content que ça soit pareil. Et vous savez, nous aimons toujours ce qui vient de l'extérieur. Hein? Nous aimons lorsqu'on nous parle de prophètes que vous connaissez. Même Jésus que nous n'avons pas vu, mais au moins on croit à lui, parce qu'il est blanc, il est venu d'Israël ou je ne sais pas d'où. Alors, mais avec Kimbangu, comme on connaît sa famille, on connaît ses enfants et tout ça, personne ne peut croire. Mais je dis, Kimbangu, par rapport à l'histoire, c'était un grand prophète pour cette République et il mérite plus que ça. Si on commémore des journées pour des musées Laurent Désiré Kabila, pour les Lumumba et d'autres, je pense que Kimbangu méritait cela depuis longtemps. Et si c'est Félix Tshisekedi qui le fait aujourd'hui, merci au président de la République, même si je sais très bien qu'il a bien choisi les moments. Il a bien choisi les moments parce que tout Kimbanguiste, même chez moi au village, sont très contents de cette décision. Dans leur tête, c'est que c'est Félix Tshisekedi qui a reconnu que Kimbangu était prophète, c'est que le deuxième mandat est presque à la porte. Donc, c'était très bien calculé, c'est ça aussi la politique. Et moi, je suis content en tant que Congolais. Vraiment, je suis très content. D'accord. Alors, on va aborder ce procès plutôt de Mwanga Chouchou, les députés qui a été arrêté. On a ouvert le coffre. Apparemment, on s'attendait voir autre chose que ces documents qu'on a vus. Et aujourd'hui, transférés à la prison de Ndolo. Il y a de ceux-là, des mouvements citoyens qui sont en train de demander sa liberté. Apparemment, on l'a accusé à tort. C'est ce qu'on est en train de voir. Oui, madame, vous savez, ces dossiers-là, je n'aime pas entrer loin. J'observe seulement, comme tout le monde, que la justice fait son travail. Aussi longtemps que le monsieur continue à comparaître devant le juge, je éviterai ici de faire des commentaires, mais seulement ce qu'on nous dit dans les réseaux sociaux, vous pouvez risquer de sacrifier même votre enfant en lisant seulement un message si vous n'avez pas observé ou si vous ne vous donnez pas la peine de savoir d'abord qu'est-ce qui se passe. Je pense que l'évolution de la situation, voyons voir, mais nous avons besoin que les gens laissent la justice faire son travail. Aussi, je me rappelle, le vieux Mbosso avait dit une fois que, chers collègues, quittez les groupes armés. Donc, ils sont encore nombreux, mais jusqu'à présent, aussi longtemps que
sa culpabilité n'est pas encore prouvée par un jugement. Nous restons un peu perplexes. Est-ce qu'on doit faire confiance à la justice par rapport à ces dossiers? Madame, pourquoi ne pas faire confiance à la justice? Alors, si nous ne faisons plus confiance à notre justice, là, carrément, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que nous allons faire. Mais tout simplement, vous avez parfaitement raison. Parce que nous avons vu des procès, je ne peux pas qualifier ça de spectacle. Voilà. Donc, c'est une justice de spectacle où chaque fois on arrête quelqu'un aujourd'hui, il est en prison, il tombe malade, il sort à l'extérieur, le dossier est parti. On l'arrête, il bénéficie de la grâce présidentielle ou bien de la liberté provisoire et la personne est en dehors du pays souvent parce qu'ils ont des moyens. Et ils sont là, et après il revient, il est dans l'union sacrée. Donc, un peu ces jeux-là que moi, personnellement, je continue à dire. Et je ne regrette pas parce que j'ai bien suivi les chefs de l'État qui regrettaient un jour, de la justice. Et il disait d'ailleurs, même ses collaborateurs aussi, qui essaient un peu de manipuler le dossier. Donc, dans ce sens-là, j'ai peur de voir si ce monsieur peut être condamné tout simplement par rapport à la clameur publique. C'est tout simplement parce qu'il est Manga Chouchou, parce que les réseaux sociaux disent, comme le ministre des Finances nous a surpris, que j'ai donné cet argent à Bakole, tout simplement parce que les réseaux sociaux ont parlé. Donc, des bêtises pareilles, ce sont des choses qu'on ne peut plus revenir. Je considère ça comme des bêtises, madame. Dans une république sérieuse, on ne peut pas suivre les on-dit, sinon vous allez sacrifier tout un peuple. Donc, je pense que les juges puissent faire librement leur travail, que ce monsieur-ci, là, il y a des faits qu'on lui reproche, qu'il soit condamné, mais si c'est tout simplement parce qu'il est Manga Chouchou, parce qu'il a cette morphologie, parce que ceci, sincèrement, moi, je serais peiné, de voir que le monsieur soit condamné. Si, je parle toujours au conditionnel, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, ce sont les juges qui vont nous dire la vérité. Donc, la clameur publique, ce n'est pas bon. Dans les réseaux, il est le plus sorcier du pays. C'est lui le plus diable du pays. Mais je viens de lire un peu, je viens de suivre la vidéo. On a trouvé seulement des passeports, le passeport de sa femme et tout ça. On vous explique un peu des choses. Donc je ne sais pas. Alors ce que nous disons dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc c'est pourquoi j'ai dit que la justice fasse son travail. D'accord, que la justice fasse son travail. Nous sommes en train de chuter. Oui, madame. Alors, puisque vous avez parlé de l'Union sacrée, vous avez suivi, il y a eu la signature de la charte de l'Union sacrée de la nation qui s'est passée la semaine dernière. On peut dire que c'est déjà une plateforme électorale. Oui, c'est ça, c'est une plateforme électorale. Je vous dis que c'est ça mon regret. Le chef de l'État, je l'aime bien, mais apparemment il commence à trahir ma conscience. Comment ça? Non, mais je suis très déçu, madame. C'est une plateforme électorale parce qu'il a pris ces gens, ce n'est pas parce qu'ils sont bons. Il connaît très bien lorsqu'il était dans l'opposition comment ses jouisseurs étaient avec Kabila et ailleurs. Il est en train d'emboîter le pas. Kabila. Non, c'est ce que j'ai dit. Il connaît très bien ces gens-là, mais pour des raisons électorales, il ne peut rien, ne peut que prendre ces gens-là parce que ces gens-là qui s'autoproclament leaders dans des coins, ils ont déjà formé des noyaux là où ils sont leaders. Et avec ça, le chef de l'État ne peut faire qu'avec eux. Mais seulement, madame, là où je regrette, c'est que le chef de l'État m'a promis et qu'il a besoin de voir une nouvelle classe politique émerger dans ce pays. Alors, cette promesse, je ne sais plus qu'est-ce qu'il va encore me dire. Et cette nouvelle classe politique, je pense qu'en dehors de vouloir imposer un autre système, il y a aussi des acteurs. Quelqu'un qui est venu à la conférence nationale souveraine signer. On les voit à l'FCC et majorité présidentielle, FCC, tout ça, avec Mobutu. Ils ont signé tout. Il revient encore à l'époque de... Non, madame, sincèrement, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Moi, je voudrais qualifier comme Mouzé que c'est un conglomérat d'aventuriers, mais je cherche un mot un peu léger, parce que sinon, c'est terrible. Est-ce qu'il n'y a pas de Didier Boudimbo encore dans les regroupements ou dans les partis du président de la République? Vraiment. Ceux qui n'ont jamais touché ailleurs, qui n'ont jamais travaillé, que nous voyons aujourd'hui qui travaillent. Donc ces gens-là n'existent plus, même à l'IDPS ou ailleurs. Il faut seulement revenir, nous reprendre des aventuriers qui ont volé la République et leur donner encore les moyens pour nous battre aux élections. Moi, je peut-être serai candidat chez moi. Madame, mais je ne saurais pas parce qu'ils auront les moyens. Ils auront les moyens et ces gens-là auront même le pouvoir parce que là, chez moi au Sankourou,
ils vont vous dire que non, moi je cause avec les chefs de l'État, je suis dans l'union sacrée. C'est-à-dire que nous autres là, nous n'aurons même pas la parole. Mais sincèrement, vous pouvez vous imaginer que ces gens-là reviennent encore en force et les chefs de l'État ont besoin de changer quelque chose. Là, au moins, c'est vouloir une chose et son contraire. Donc, avec cet équilibre de personnalité, je ne parle pas du tout. Hein. Il y a des gens qui ont une bonne moralité, mais vraiment la majorité n'ont pas d'éthique politique et ces gens-là ne méritent plus accompagner Félix Tshisekedi, mais ils les acceptent parce que nous sommes dans une année, pendant une année électorale, il a besoin de voix pour peut-être prendre, mais ce n'est pas pour l'intérêt de la République, ça n'a rien à voir. Je peux vous citer les noms de mes aînés, de mes papas que je vois là, ils ne viennent pas pour servir la République parce qu'ils ont eu l'occasion autant de fois, mais ils n'ont rien fait. Donc c'est un groupe de juicés, de gens qui viennent encore nous mettre en difficulté. Alors nous là, madame, nous avons étudié, nous sommes nombreux. Qu'est-ce que nous allons faire parce que ces papas-là vont prendre les enfants et tout ça, leurs cousines qui sont en Europe, qui vont continuer à bénéficier de... C'est pourquoi je vous dis, on ne peut plus chercher des Didier Bundibou ailleurs, des gens qui sont venus, qui n'ont jamais géré, mais qui sont venus, on les a pris, mais qui s'imposent dans un coin. Ces gens-là n'existent plus. Vraiment. Les chefs de l'État ne savent plus chercher. Il n'y a plus de collaborateurs qui peuvent aller chercher des gens et des intelligences dans ce pays. Il faut nous ramasser encore des vieux. Je vous dis, je connais 5, 7 ou 15 qui ont signé pendant la conférence nationale souveraine. Madame, c'est pas sérieux. Ils ont tous signé dans cette république. C'est-à-dire qu'ils changent, aussi longtemps que le pouvoir change, ces gens, ou les régimes changent, ces gens-là sont partout. Et un groupe de voyous comme ça, moi je peux, vous pensez que moi je peux me permettre d'applaudir? Non, je n'applaudis pas. J'ai dit au chef de l'État, oui, ils sont venus, mais essayez un peu que le chef de l'État nous aide à laisser ces gens-là à l'écart, à ne pas leur donner du travail. Vous verrez comment ils vont sortir, ils vont tous fuir. Ils sont venus chercher l'argent pour aller aux élections, pour nous battre, nous autres qui n'avons pas de moyens. Merci. Non, mais c'est pas sérieux. Monsieur Doudou Longombe, merci beaucoup. Et nous allons clôturer avec cette loi dite Tchani. Il y a des tractations autour de la loi qui n'a pas encore été votée. Les cardinals Ambongo qui qualifient la loi de discriminatoire. Il y a Moubake, vous le connaissez, le Tshisekediste, qui dit au cardinal d'aller aux études. Il y a Christian Mwando qui a même déclaré que le jeune de l'autre côté disent aussi qu'Atumbi n'est pas sur la liste, donc ils vont utiliser le ciseau. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, madame, d'abord, la première chose, il faut reconnaître que c'est un droit pour notre aîné Noël Tchani de réfléchir. Mais tout simplement, nous avons accordé beaucoup d'importance à cette loi, peut-être gratuitement, et accordé beaucoup de succès à Noël Tchani, qui apparemment ne mérite pas. Et, vous pouvez vous imaginer, chaque fois, j'ai suivi beaucoup d'émissions, lorsqu'on oppose à Noël Tchani sa situation de nationalité, et il s'énerve, hein. Il jette même les micros. Apparemment, lui-même n'est pas de père et de mère. Voilà, non. D'abord, en dehors de ça, avec sa nationalité américaine, il n'aime pas qu'on lui pose cette question, il s'énerve. Alors, quelqu'un qui affiche ses comportements, je ne sais pas comment il va conseiller aux autres de les suivre. Moi-même, je vois que c'est quelque chose qu'on ne pouvait même pas accorder de l'importance. Tout simplement, regardez par exemple, on nous a informé, on nous dit qu'à l'Assemblée nationale, c'est déjà déposé. Voilà, la proposition de loi est déjà déposée. C'est une proposition qui peut ou ne pas être acceptée par les députés, ce qui est normal. Mais regardez les problèmes que nous aurons. Parce que les gens spéculent de partout. En juriste, je vais vous dire que moi, ça me met en difficulté parce que si on va voter cette loi sans la modification de la Constitution, ça me mettra en difficulté et je risquerais de me poser des questions sur tout le temps que j'ai passé à l'université de Kinshasa pour apprendre les droits. Parce que à ce niveau-là, nous allons tomber sur la Constitution qui doit se conformer à la loi, alors que c'est la loi qui doit se conformer à la Constitution. C'est ça les principes. Alors maintenant là, on n'a pas encore modifié la Constitution. Moi, j'aurais souhaité qu'on commence d'abord à revoir les articles et les dispositions de la Constitution, qui est un débat ou un référendum pour qu'on modifie la Constitution. Alors, si cela est déjà fait, c'est à ce moment-là que nous pouvons embrasser cette fameuse loi de Noël Tchani, disons la proposition de M. Tchani. Mais faire le contraire, ça sera insulter tous les scientifiques et tous les juristes du monde. La loi ne peut pas
la Constitution ne peut pas se conformer à la loi, madame, mais c'est la loi qui doit plutôt se conformer à la Constitution. Donc, nous avons une Constitution et nous avons la loi sur la nationalité. Mais maintenant, il y a une loi qui arrive. Et cette loi arrive au moment où nous n'avons pas encore modifié la Constitution parce que cette loi est en déphasage avec la compréhension ou l'esprit de la Constitution. Là, carrément, on sera en difficulté. C'est pourquoi je dis, moi, j'aurais souhaité, si nous avons besoin de changer certaines dispositions de la Constitution, commençons par là. Et des deux, madame, vous allez voir, l'auteur lui-même ne nous donne pas l'image de quelqu'un qu'on peut faire confiance dans sa réflexion. Et regardez dans des émissions, il vous dit non, polonais. Il commence à regarder même la morphologie. Oui, mais ça devient un problème. Ça dit que lui-même nous met en difficulté, même de le soutenir. Ça dit que c'est comme une loi taillée sur mesure, alors que la loi doit être impersonnelle. Et de trois, on vous dit il y a certains postes de responsabilité que seulement les Congolais de père et de mère peuvent occuper. C'est normal. Et je suis très content. Si nous allons parler de l'infiltration, parce qu'il y a des gens qui récupèrent, madame, chez moi au Sankourou, vous ne verrez pas le chef de l'État ou vous ne verrez pas le Premier ministre faire entrer des gens. Mais c'est le chef de quartier, le chef du village, qui peut. Il y a des voyous ou des bandits qui peuvent venir, mais le chef du village peut les entretenir. C'est de l'infiltration. Et vous allez prendre seulement ici au sommet de l'État. Donc le fait de changer le président de la République, qu'il soit des pères et des mères, c'est fini. C'est que chez moi au village, on a déjà réglé les problèmes. Vous êtes sûr? Non, pour moi, c'est ça mon analyse. Parce que vous aurez un chef de secteur qui peut aller prendre même les ennemis, les loger chez lui, les nourrir. Mais ça n'a rien à voir avec le président de la République qui est ici. Les chefs ne gèrent pas, les chefs de l'État n'est pas partout. Donc on devait commencer avec... Donc pour moi, si on veut aller, mais allons jusque dans mon village. C'est-à-dire qu'il faut commencer avec même les chefs de famille. Est-ce que dans une famille, vous pouvez adopter même un enfant qui nous mettra en difficulté un jour? C'est-à-dire que c'est une proposition de loi. J'aime bien, mais c'est une réflexion qu'on pouvait faire froidement, on pouvait le faire calmement, parce qu'il peut avoir raison, peut-être d'autre part, mais si vous regardez avec la mondialisation et avec le preuve que nous avons eu des pères et des mères dans ces pays qui nous ont foutu la merde. D'ailleurs, les plus grands voleurs de ces pays, ce sont des pères et des mères. Des voyous qui ont détourné des millions ici dans ces pays. Ce sont des pères et des mères. Donc, je n'encourage pas, oui, nous tous nous dénonçons l'infiltration, mais je dis que ça ne soit pas comme une loi qui vise des individus, comme l'auteur lui-même regarde même les morphologies, regarde les têtes des gens et tout, là ça posera un problème. Peut-être on peut froidement revoir sur la double nationalité, là je suis d'accord, parce qu'il faut qu'on puisse revoir la double nationalité. Nous avons des sœurs, des cousins, des cousines qui sont en dehors du pays, et quelqu'un qui est même Brazzavillois ici, mais qui ne se sent pas à l'aise à Kinshasa parce qu'il a une autre nationalité. Et moi je continue à dire, les gens voient seulement les Katumbi. Non, les Katumbi peuvent peut-être, d'ailleurs ils ont des moyens, ils sont tranquilles. Mais nous avons mis des enfants, nous avons mis au monde des enfants avec les Rwandais, qui sont noirs comme nous. Nous avons mis des enfants avec les Angolais ici, et qui sont noirs comme nous. Et les Brazzavillois et ailleurs. Donc nous allons viser seulement une catégorie pour des raisons de race. C'est-à-dire que voyons partout. Nous ne sommes pas infiltrés d'ailleurs surtout par ces gens-là de la peau blanche, sincèrement, pour moi. Parce qu'ils sont identifiés et identifiables. Mais ceux qui nous infiltrent plus, ce sont des gens qui sont comme nous. Ce sont des enfants que nous avons mis au monde, moi, avec des Zambiens, avec des autres, avec d'autres qui sont avec nous ici, qui nous mettent d'ailleurs mal à l'aise. Je ne pense pas que c'est une loi opportune. Si les parlements trouvent que c'est opportun, il n'y a pas de problème. Nous allons tirer les conséquences, mais seulement, pour le moment, je vous dirais que madame, ce n'est pas une loi qui doit être actualisée pour le moment parce que la République n'en a pas besoin. Nous avons déjà plusieurs lois et exploitons d'abord ces lois sur la nationalité, ça va nous aider. Alors, monsieur Doudou Longombe, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de votre participation. Merci, alors, un dernier mot et puis on clôture. Non, j'aimerais que je sois régulièrement invité sur, dans cette télévision. Je remercie beaucoup tous ceux qui nous ont suivis. Je pense que lorsque nous venons comme ça, madame, nous n'avons pas le monopole de la vérité.
ou de la connaissance, mais tout simplement nous disons ce que nous savons. Ok. Et peut-être il y a d'autres qui maîtrisent mieux que nous. Ils ne peuvent que venir dire à la population et aux téléspectateurs ce qu'ils savent. D'accord. Je vous remercie et je remercie les propriétaires de cette chaîne et tous ses collaborateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup alors fidèles téléspectateurs. Merci à vous de nous suivre de partout. Je rappelle que j'ai reçu pour vous Monsieur Doudou Longombe. Il est juriste, je précise, et puis il est acteur politique. Vous l'avez suivi attentivement. Merci à mon équipe technique. Je vois là André Campage, je vois Papa Freddy. Merci à vous. Et on se retrouve très prochainement avec un autre numéro. Bye bye.